Lorsque j'ai fini Elden Ring, un vide s'est installé en moi. Un vide qu'aucun autre jeu n'arriva à combler. Heureusement pour moi, le jeu n'avait pas encore dit son dernier mot avec son DLC Shadow of the Earth Tree. Une toute nouvelle map, de nouveaux boss, et bien plus encore. Cette vidéo est la suite de mes 100 heures sur Elden Ring, et c'est pourquoi je vous recommande d'aller d'abord la voir si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps. Bon visionnage. Bon, mon aventure reprend juste après ma montée sur le trône en tant que nouveau seigneur d'Elden. Et après avoir craqué la carte bleue, je décide d'entamer ma route vers le DLC. Et là vous vous demandez sûrement, comment on rentre dans ce DLC ? Eh bien la réponse est très simple, car il suffit de battre deux boss, Radahn et Mohg. Chose que j'avais déjà faite lors de ma dernière vidéo. Je n'ai donc plus qu'à me rendre à l'endroit où j'avais précédemment affronté Mohg, et à ma grande surprise, je vais y faire la rencontre d'un PNJ du nom de Leda, qui va m'indiquer que si je veux me rendre dans le DLC, je n'ai qu'à toucher la main du cadavre du demi-dieu Miquella, situé dans le cocon juste derrière moi. Et elle va aussi me dire qu'elle fait partie d'un groupe de fanatiques de Miquella qui sont à sa recherche. Et donc, cette conversation, en plus de m'apprendre comment me rendre dans le DLC, va susciter pas mal de questions chez moi. Tout d'abord, comment Miquella pourrait-il les avoir appelés s'il est mort ? Et pourquoi c'est lui la porte d'entrée ? De plus, c'est Mohg et Radahn que j'ai dû tuer pour y accéder. Mohg, ça peut se comprendre, car le cadavre est dans son arène. Mais pourquoi Radahn ? C'est alors avec toutes ces questions en tête que je touche la main du cadavre et me fais transporter dans le royaume des ombres. Ah ouais. Wow. En voilà une magnifique vue pour présenter son DLC. Et la première chose que je vais y apercevoir, c'est un gigantesque arbre noir appelé Arbre Occulte. D'où le nom du DLC, Shadow of the Earth Tree, qui signifie en français Ombre de l'Arbre-Monde. Ce qui veut aussi dire que ce royaume tout entier est en réalité l'ombre de l'Entreterre. J'y entame alors ma route et suis accueilli par la toute première zone du jeu, la plaine sépulcrale. Une vaste étendue d'herbe jonchée de tombes fantomatiques. Et avant d'aller plus loin, cette zone va me permettre de vous expliquer ce qu'est partiellement le royaume des ombres. Car il s'agit tout simplement de l'endroit où sont transportés les morts avant de disparaître, d'où les pierres tombales un peu partout. Et ça explique aussi comment Miquella a pu contacter des guerriers comme Leda. C'est car il repose quelque part en ces lieux, et mon but principal sera de le retrouver. Ces explications maintenant terminées, il est temps de commencer l'exploration. Et après m'être fait racketter par le tout premier ennemi du jeu, je trouve la carte de la zone et me dirige vers une église au sud, où je vais faire la rencontre d'un chevalier noir et tomber sur la ressource la plus précieuse du DLC, les esquis d'Arbre Occulte. Car même si on continue de gagner des runes afin de monter de niveau, le vrai moyen de gagner en puissance, c'est grâce à ces petites bénédictions, qui en étant consommées auprès d'une grâce, renforcent mes dégâts et ma résistance de manière permanente. Ce qui signifie que si je veux pouvoir survivre ici, je vais devoir en récolter le maximum. Bon, cette fois-ci c'est vraiment la fin des explications. Et maintenant que je me suis renforcé, je me dirige vers le nord où je vais faire la rencontre d'un gigantesque golem de flamme que je vais vite fuir au vu de mes dégâts ridicules. Et un peu plus loin je vais apercevoir une sorte de croix spirituelle sur laquelle en plus d'une nouvelle esquie, je peux y lire « Je renonce ici à un premier fragment de ma chair ». Je ne comprends pas trop ce que sont ces croix, mais heureusement pour moi, juste à côté se trouve un des fameux acolytes de Leda qui va m'expliquer que ce sont des empreintes qu'a laissées Miquella en parcourant ces terres et sur lesquelles il a à chaque fois gravé des messages. Ça signifie donc que chaque croix que je trouverai me rapprochera un peu plus de lui. Je continue ma route cette fois-ci vers la gauche et traverse un immense tunnel qui va me mener directement vers l'entrée d'un château massif appelé Bellurat, la colonie de la tour. A l'époque, un festival de danse du lion y était organisé à l'honneur de Bête Divine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'une vaste cité délabrée ravagée par une maladie transformant les gens petit à petit en mouches. Cette ville a aussi été le lieu d'actes atroces et c'est pourquoi ceux qui en ont été victimes errent désormais s'attaquant à quiconque oserait s'aventurer dans la cité. J'y entame ma route et fais la rencontre d'horribles araignées scorpions, me rappelant mes heures les plus sombres sur Dark Souls 2, et finis par déboucher sur l'extérieur de la ville, où je vais constater la véritable ampleur des dégâts. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Un peu plus loin, je vais aussi faire la rencontre d'un guerrier cornu surpuissant, qui va me tabasser. Après ça, je vais tomber sur une croix de Miquella, en plus d'une nouvelle esquie, et ainsi tout en continuant de m'aventurer toujours de plus en plus loin et de plus en plus haut, je vais finir par arriver au sommet de la cité, où je vais faire la rencontre du tout premier boss majeur de ce DLC, la Bête Divine. La Bête Divine du Lion d'Encens est un boss vraiment difficile.
Des patterns illisibles, rapides, comblés de dégâts dévastateurs. Et je vous mentirais si je vous disais que je l'avais réussi facilement, car ce boss a été à l'origine de la plus grande remise en question de toute mon aventure. J'arrivais à rien, j'enchaînais les morts sans avancer. J'étais tout simplement pas assez fort au jeu. J'avais perdu confiance en moi, et j'ai même tenté de changer d'arme et de stratégie, sans succès. Jusqu'à finalement arriver à une arme, le gourdin hérissé, le futur carry de cette run. Une arme déjà assez puissante grâce à ses immenses dégâts, sa capacité à briser la posture et son saignement, mais en plus de ça, je vais lui ajouter une capacité qui me permet de générer une brume de glace afin de congeler mes ennemis, ainsi qu'une affinité magique afin de maximiser mes dégâts grâce à mes points d'intelligence. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est admirer. J'avais réussi. J'avais enfin surmonté l'obstacle qui avait ruiné ma vie. Je devrais donc être enfin libre et reprendre confiance en moi. Pas vrai? Eh bien... non. Un peu plus tôt, il se peut que je vous ai menti lorsque je vous ai dit que c'était ce boss la raison de ma remise en question. Car en réalité, tout à l'heure avant d'aller à gauche vers Bellurat, j'étais allé à droite, vers un château que j'apercevais au loin appelé Château d'Enzis. Il était petit, mais parsemé de soldats, de chevaliers noirs et même de sorciers. Et le boss que j'y avais croisé était la vraie raison qui m'empêchait de dormir la nuit et qui me faisait me sentir comme la plus grosse merde du jeu vidéo. Relana. Relana a tout d'un boss difficile. Des combos infinis, rapides, diversifiés et puissants. Mais si ce n'était que ça pourrait aller. Sauf que lorsqu'il lui reste 50% de ses points de vie, elle enchante une de ses lames et embrase l'autre, augmentant ses dégâts, prolongeant ses combos et lui ajoutant de nouvelles attaques dont certaines à distance. De plus, ce qui pose problème, c'est qu'elle est obligatoire pour continuer ma route. Car après avoir vaincu la bête divine, j'étais juste tombé sur un cul-de-sac. Ce qui signifie que si je ne la bats pas, adieu Shadow of the Earth Tree. Et il était hors de question que ça arrive. Et heureusement pour moi, j'avais mon gourdin pour m'aider. Et c'est donc après des heures et des heures d'essais-erreurs qu'elle finira par tomber. Et me voilà donc enfin libéré de la première partie du DLC. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste revenir sur qui est Relana. Car si vous avez vu ma dernière vidéo ou joué au jeu de base, ce nom doit sûrement vous dire quelque chose. Et c'est normal, c'est car il est très similaire à celui d'un autre boss, Rennala. Et cela s'explique par le fait qu'elles sont toutes les deux sœurs. Oui, ces cons ont juste inversé les lettres.
Rellana du coup a un jour décidé de se rendre dans le royaume des ombres afin d'y affronter le demi-dieu qui séjournait. Mais elle a finalement fini par le rejoindre et c'est même lui qui lui a donné son épée et chargé de protéger le château. Les choses maintenant mises au clair, il est temps pour moi d'aller dans la prochaine zone du jeu, Altus Occulte. Une magnifique plaine sombre parsemée de plantes dorées dont je vais rapidement trouver la carte avant de retomber sur le groupe de Leda qui va me faire part d'une drôle d'information. Hello again. Did you meet my compatriots? They're quite the congregation. Doubtless it'd have all come to blows at first glance, were it not for the charm kindly Miquella put upon us. Miquella serait donc en train de les contrôler afin qu'ils accomplissent quelque chose. Mais quoi ? Et pour répondre à cette question, il faudra d'abord encore un peu progresser dans le DLC, et plus précisément vers l'immense château noir au fond de la zone. Je m'y précipite, sauf que juste avant d'y pénétrer, quelque chose d'étrange va se produire. Un bruit de cassure va retentir accompagné d'un message. Quelque part, une rune majeure s'est brisée. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, une rune majeure c'est les bouts du cercle d'Elden que chaque demi-dieu avait en sa possession. Ça veut donc dire qu'il en restait une et qu'elle a été brisée. Mais à qui pouvait-elle bien appartenir ? Est-ce que c'était celle de Miquella, ou bien du demi-dieu qui a vaincu Rellana ? Beaucoup de questions pour très peu de réponses. Et c'est avec elle que je pénètre à l'intérieur du château noir, qui s'appelle ironiquement le château noir, et dont l'entrée était bien gardée. Voilà. Une fois abattu, je peux entamer l'exploration du château que je trouve tout simplement magnifique. Le mélange de noir et doré est vraiment cool. Et de manière générale, ce DLC est à couper le souffle. Et ça, vous aurez d'autres occasions de le voir. Mais restons concentrés, car j'avance peu à peu dans le château, jusqu'à tomber sur des chevaliers de feu, qui gardaient l'entrée de la deuxième section du château, l'entrepôt à semences. Et malgré ce nom plus qu'étrange, il s'agit tout simplement d'un entrepôt dans lequel ils sont stockés des gravures, des écrits et des cadavres de spécimens cornus. C'est un immense complexe vertical rempli de soldats de feu et labyrinthique. En plus de ça, les soldats sont vraiment pas faciles à vaincre. Mais petit à petit, j'arrive à tracer mon chemin jusqu'à finalement atteindre le sommet du château où je vais y faire la rencontre d'un boss aussi difficile qu'incroyable. Messmer. Et ce Messmer, c'est pas n'importe qui. C'est pas pour rien que c'est lui sur la fiche du DLC. Non seulement c'est le tout premier fils de la déesse Marika, ce qui fait donc de lui un demi-dieu, mais il est aussi l'actuel dirigeant du royaume des ombres, dont la force n'est pas approuvée. Il est capable de battre Rellana jusqu'à même en faire un soldat, capable de battre des bêtes divines en 3v1, et il a été capable de contrôler une gigantesque armée afin de mener des croisades contre le peuple des Kérastiens, les anciens dirigeants de ce royaume. Et Marika ne devait vraiment pas les aimer, car elle a ordonné à Messmer de ravager toutes les terres qu'il dirigeait, comme par exemple Bellurat, avant de sceller leur capitale derrière les ombres. C'est clairement la personne la plus puissante du DLC. Et je compte bien changer ça. En réalité, Marika ne voyait pas Messmer comme un fils, mais comme un outil de conquête, dont elle a fini par craindre la puissance. Et c'est alors pourquoi elle l'a banni dans le royaume des ombres. Et l'œil doré qu'elle lui avait donné et qu'il a brisé, servait à renfermer le serpent des abysses. Un serpent qui de par sa nature, était contraire à la lumière de Marika, et c'est donc pourquoi elle l'avait scellé. Mais maintenant qu'il est libre, Messmer va pouvoir en déchaîner la puissance, et j'ai hâte de voir ça.
Ça m'aura pris beaucoup de temps, mais j'ai bel et bien réussi à l'abattre, lui et son lézard. Et je vais alors recevoir la graine ardente de Mesmer, qui me servira dans même pas 10 minutes. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, contrairement aux autres demi-dieux, Mesmer ne m'a pas donné de rune majeure. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'était plus en Entre-Terre lorsque le cercle d'Elden a été brisé. Et j'ai bien dit n'était, car un jour il l'a été. En effet, avant le royaume des ombres et l'Entre-Terre ne formaient qu'un seul et même continent, et il se trouvait juste ici. Mais pour des raisons inconnues, Marika a un jour décidé de bannir le royaume des ombres, et ceux-ci trouvant comme Mesmer et Relana, sont donc restés bloqués là-bas. Et c'est pourquoi ce dernier la haïssait. Fini pour le point lore. Maintenant qu'on sait la véritable nature de ce lieu, il est maintenant temps de reprendre l'exploration. Mais où aller lorsqu'on a battu le Big Boss? Eh bien, un peu plus tôt au niveau de l'entrepôt, j'avais fait la découverte d'un chemin dérobé, me menant vers une zone appelée les ruines antiques de Rao. Un des seuls endroits qui avait été épargné par les conquêtes de Mesmer, car l'un de ses lieutenants chargé de les ravager a refusé de le faire après avoir vu leur beauté. Je débute alors une exploration minutieuse des lieux en prenant grand soin de tuer chaque créature sur ma route. Après un moment, je vais finir par arriver dans un temple, puis un autre cette fois-ci rempli de putréfaction écarlate, jusqu'à finalement apercevoir une église avec le prochain boss sur ma liste, Romina. En vrai, juste avant je vous ai menti. Les soldats de Mesmer avaient quand même décidé de s'attaquer à un endroit dans ces ruines, l'église de Romina, car ces religieux croyaient en un dieu, celui de la putréfaction écarlate. Et pendant que son église était réduite en cendres, elle observa et garda un bourgeon de putréfaction en silence. Plus tard, elle trouva un élément divin corrompu, je sais pas du tout ce que c'est mais c'est ce que dit sa description, qu'elle combinera avec le bourgeon, ce qui l'a transformé en cette chimère jurant de venger les siens. Et c'est après l'avoir vaincu que j'ai trouvé un arbre pouvant être brûlé grâce à la graine de Mesmer, ce qui va libérer des ombres la magnifique cité de Enirini. Cette cité n'est autre que l'ancienne capitale kérastienne du royaume, scellée par Mesmer. Et désolé mais ce ne sera pas pour tout de suite, car c'est déjà la zone finale du jeu, et il nous reste encore plein de choses à voir. Pour commencer, en observant la carte, je remarque une sorte de chapelle émirant en passant par des ruines, qui vont me mener dans un village, avant d'arriver à la chapelle où je vais faire la rencontre d'un prêtre du nom de Ymir, qui va me remettre une carte représentant des ruines sacrées, dans lesquelles je devrais utiliser un sifflet afin de réaliser une prophétie. Mais même si je n'ai aucune preuve, je sens que ce type cache quelque chose. Bon, heureusement pour moi, j'ai déjà la position de la ruine sur ma carte. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment y accéder. Je vais alors suivre le chemin qui m'a l'air le plus logique, ce qui va m'amener dans une autre partie du château noir, submergé sous l'eau, où je vais alors trouver un ascenseur qui va me permettre de me rendre dans une salle à l'arrière du château, où un autre boss m'attend. Gaius. En vrai, Gaius c'est pas très important. Tout ce qu'il y a à dire sur lui c'est que c'était le rival de Radahn, qu'ils étaient de très bons amis et qu'il était même commandant dans son armée.
jusqu'à ce qu'ils soient finalement séparés lorsque Marika scella le royaume des ombres. Et je vais pas m'apitoyer sur sa mort car derrière son arène, je vais tomber sur un immense calice rempli de bénédictions, ce qui va m'être très utile afin d'augmenter ma puissance. Après ça, je retourne dans la partie submergée du château et débusque cette fois-ci une manivelle qui va retirer toute l'eau du bas de la zone. Ce qui va me permettre de l'arpenter et je vais alors y trouver un autre ascenseur qui lui va me faire descendre dans une grotte au plus bas de la terre, qui va déboucher sur une arène où je vais faire la rencontre d'un boss appelé l'avatar de l'arbre occulte, qui est tout simplement l'incarnation du grand arbre. Et mis à part réapparaître quelquefois, il ne va pas me causer beaucoup de soucis. Et étonnamment, à sa mort, le boss va laisser derrière lui la fameuse rune majeure brisée de Miquella. Ça signifie donc que c'était bien la sienne qu'on avait entendu se briser un peu plus tôt. Ce qui veut aussi dire que lorsque j'allais rentrer dans le château, lui se trouvait juste ici. On l'a manqué de peu, mais au moins ça me remonte le moral quant au fait de le trouver. Bon, c'est pas tout ça, mais moi à la base, je cherchais comment me rendre aux ruines sacrées. Mais j'ai trouvé tout sauf le bon chemin. Je retourne alors dans le village qui était juste avant la chapelle. Et cette fois-ci, je vais y trouver une émote avant de me rendre à l'endroit où j'avais précédemment affronté Gaius, afin de l'utiliser contre un mur de son arène. Ce qui va déplacer la statue de Marika et me permettre de rejoindre une magnifique prairie jonchée de fleurs, où je vais faire une sacrée découverte. Un autre village, appelé le village des chamans, où je vais trouver un minuscule arbre-monde ainsi qu'une tresse de Marika. Et la raison pour laquelle ils sont là, eh bien c'est car ce village n'est autre que celui de Marika et de son peuple, les chamans. Et s'il est désert aujourd'hui, c'est car leur sang possédait l'étrange faculté de se mélanger. Et quand les Kérastiens ont découvert ça, ils ont un peu pété un plomb, car leur dieu représente littéralement l'idée de se mélanger. Ils ont alors kidnappé les chamans et les ont emmenés à Enirilim afin de les utiliser dans des rituels qui consistaient à les entailler avec des dents sales pour les faire saigner et infecter leurs plaies, puis de les piéger à plusieurs dans des pots, ce qui va les faire fusionner et transformer en ces horribles créatures qu'ils vont enfermer dans leur prison. Le même sort attendait Marika, sauf qu'elle réussit à s'échapper et se rendre au sommet d'Enirilim, à la porte divine, où elle entra en contact avec le dieu des dieux qui, fidèle une déesse, lui permettant de venger les siens. Je profite de ce moment pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, vous pouvez ne serait-ce que la liker ou vous abonner, car ça m'aiderait énormément. Je me suis littéralement mis en échec scolaire pour vous la sortir, donc j'espère que ça en valait le coup. Sur ce, bon retour à la vidéo. Ça fait beaucoup d'infos à assimiler depuis le début de la vidéo, et je peux comprendre que ce soit un peu flou. Et je vais donc vous en faire un bref résumé pour en conclure avec l'histoire du royaume. Après s'être libérée des Kérastiens et être devenue une divinité, Marika va avoir son premier fils, Mesmer, qu'elle va envoyer en croisade se débarrasser de ses anciens persécuteurs. Les corps vont alors s'amasser, et malheureusement pour les Kérastiens, ça va faire naître une peste qui va ravager Belurat et venir à bout des derniers survivants. Enfin, pour mettre fin à cette guerre, Marika va sceller leur capitale et donner la graine pouvant la restaurer à Mesmer. Et maintenant que les anciens dirigeants ont disparu, elle va pouvoir prendre le contrôle de l'Entreterre avec elle-même en tant que divinité. Puis un moment va passer, et enfin du jour au lendemain, elle va carrément bannir le royaume des ombres afin d'y sceller ses lourds secrets. Voilà, j'espère que vous avez compris, car c'est la dernière fois qu'on en parlait. Et maintenant, tout ce point sur l'histoire du royaume clos, il est temps de se diriger vers mon principal objectif, c'est-à-dire la ruine sacrée. Et dès mon arrivée, le thème est posé. Des piliers en forme de doigts, des mains araignées, et ces immondes vers avec la fâcheuse tendance à m'immobiliser. Et c'est après les avoir esquivés que j'arrive finalement au centre des ruines des doigts, où je vais faire retentir la cloche, avant de retourner voir le prêtre Ymir, qui va me révéler qu'il y en a en réalité deux, et que celle que j'ai trouvée n'est même pas la bonne. Et afin de la trouver, je décide alors de partir en direction de la seule partie de la carte que je n'ai pas encore explorée, c'est-à-dire le sud. Et après avoir traversé de gigantesques canyons et cours d'eau, j'arrive finalement à la côte céruléenne. Cette magnifique prairie bleue est indiscutablement l'une des plus belles zones du jeu. Non mais, il suffit juste de regarder ce plan pour me comprendre. En plus de ça, cette zone a un aspect très cimetière, avec ses squelettes, ses cercueils géants, et même ce gigantesque dragon spectral. Et c'est après l'avoir tué que je trouve la carte de la zone où je repère la deuxième rune des doigts, sauf que je repère aussi une sorte de trou dans la terre, et ma curiosité me dicte de m'y rendre en priorité. Et j'avais bien raison, car j'y découvre l'entrée d'une immense grotte, appelée la fissure des cercueils de pierre. Un gouffre sans fond où le côté cimetière se fait encore plus ressentir, avec encore plus de cercueils et même des esprits.
Sauf qu'en réalité la zone est très petite, et après à peine 10 minutes, j'arrive à un gigantesque précipice où je vais décider de plonger. Ce qui va m'amener sur mon prochain adversaire, le Chevalier Putride. Grâce à ma victoire sur le monstre, un interstice va s'ouvrir dans la grotte et je vais faire la rencontre d'une femme violette avec une apparence de fleur, sur qui j'ai la possibilité de boire du nectar, ce que je vais faire sans hésiter. Ce qui va me tuer sur le coup. Sauf que je me doute qu'il y a quelque chose derrière et je persiste alors à en boire. Ce qui, après quelques essais, va finir par me débloquer des dialogues avec la femme, où elle va tout simplement me dire « You must kill Miquella. Don't turn the whole thing into a god. » Tuer Miquella. De simples mots mais qui en disent beaucoup. Car cette personne c'est pas n'importe qui. Il s'agit de Trina. Et elle, c'est la part d'amour et de gentillesse qu'il y avait en Miquella. Et j'ai bien dit avait en lui. Car durant ce DLC, même si je vous en ai pas parlé, j'en ai croisé plein d'autres des croix. Et Miquella ne se débarrasse pas que de sa chair ou de sa rune majeure. Non. Sur certaines, il renonce carrément à ses bras, ses yeux, ses doutes, ses peurs, et même son cœur. Il se débarrasse de tout ce qui fait de lui un être humain. Et pour quelle raison ? Pour devenir tout comme sa mère, un dieu. Et voici la véritable nature de sa venue dans ce monde. Trouver la porte divine. Et s'il veut devenir un dieu, c'est pour stopper la violence dans l'Entreterre. C'est bien dit comme ça, sauf que sa solution c'est d'envoûter tout le monde et de les priver de leur liberté. Sauf que maintenant qu'il s'est débarrassé de sa rune majeure, ses enchantements ont faibli. Et Leda et ses compagnons commencent à se rendre compte qu'ils ne sont que des pions pour lui et convergent vers Enirilim. Je connais donc mon réel but à présent. Accomplir le souhait de Trina et tuer Miquella avant qu'il ne devienne un dieu. Bon, c'est super, mais moi avant de faire ça, il me reste encore plein de choses à voir. Et la première d'entre elles, c'est de me diriger vers la seconde urine des doigts, où je vais encore une fois siffler dans la cloche, avant de retourner voir le prêtre Ymir, qui va me remercier en me tendant une troisième carte. Il y aurait donc en réalité 3 ruines. Je sors alors dehors pour l'inspecter au soleil, sauf que je remarque qu'elle représente en réalité l'église où je me trouve en ce moment même. Je retourne alors à l'intérieur pour demander à Ymir c'est quoi ce bordel, sauf qu'il n'est plus là, et je découvre sous son trône une trappe qui va me mener à la 3e et dernière ruine sacrée. Je savais bien qu'il me cachait quelque chose. Et en activant la dernière cloche, je vais me faire transporter dans une sorte d'univers parallèle où je vais faire la rencontre de la mère des doigts, Métyr. Voilà, tu n'es perdu. Tu n'es personne, mec. Malgré ce trou noir qui ressemblait énormément au début d'une seconde phase, Métyr va se volatiliser
et le combat est donc bel et bien terminé. D'ailleurs, pour le point lore, mes tirs avaient été envoyés en Entre-Terre par le dieu des dieux afin de pouvoir communiquer directement avec Marika. Sauf qu'elle a perdu le doigt qui lui permettait le contact avec lui et a raconté n'importe quoi à Marika, ce qui a mené à beaucoup de mauvaises décisions de sa part, ainsi qu'à la plupart des événements de toute la chronologie. Et maintenant qu'elle est morte, il est temps pour moi de mettre la main sur Ymir qui a tout l'air de s'être servi de moi afin de la réveiller. Je retourne donc dans la cathédrale où je vais tomber nez à nez avec ce malade, en train de se prendre pour la nouvelle mère des doigts. Et je vais alors accomplir ma vengeance. Voilà une bonne chose de faite. Et il ne me reste donc plus que 2 boss principaux à vaincre avant d'aller arrêter Miquella. Et pour le premier, je me dirige vers l'est dans une grotte où je vais affronter un homme dragon que je vais facilement abattre. Ce qui va m'ouvrir la porte du pic déchiqueté. Une gigantesque montagne escarpée avec une faune locale composée uniquement de dragons redoutables, dont cet énorme bout de viande qui a visiblement trouvé plus fort que lui et dont le corps a été partiellement pillé par cette femme dragon juste à côté. Et cette dernière va m'indiquer qu'en haut de la montagne se trouve le dragon le plus puissant encore en vie. Alors impatient de le rencontrer, je fonce gravir le pic malgré ce puissant dragon ancien et cette violente tempête d'éclairs qui se renforçait plus je m'approchais du sommet. Jusqu'à ce que j'arrive finalement à atteindre le pic où je vais rencontrer le plus puissant des dragons, Bale. La plus féroce et effroyable des créatures. Et il va être pour moi un véritable obstacle, avec ses immenses dégâts, ses éclairs, son feu et son énorme résistance, avec comme unique point faible sa jambe mutilée. Et From Software, les créateurs d'Elden Ring, savaient très bien que ce boss était très difficile. Ils ont alors créé un PNJ dont la seule vocation était de nous aider à le vaincre. Sauf que je l'ai croisé un peu plus tôt dans mon aventure. Et il criait sur le bord de la route qu'il voulait être tué. Et comme la belle âme charitable que je suis, j'ai alors exaucé son souhait. Ce qui malheureusement, en plus de me priver de l'absolu cinéma qu'auraient été ses dialogues, me laisse seul face à Bale. Mais vous pensez vraiment que c'est ça qui va m'arrêter ? Il aurait été un grand adversaire, mais comme tous les autres, il devait bien finir par tomber. Et il est donc temps pour moi de me diriger vers l'avant-dernier boss de cette vidéo. Et pour y accéder, je me rends juste à côté de l'entrée de l'entrepôt du Château Noir, où je vais trouver une échelle bien cachée, sans aucune aide. En bas de celle-ci, je vais rentrer dans un cercueil qui va me transporter en contrebas du château, où après une petite balade au bord des falaises, je découvre des catacombes remplies de diablotins, avec, à la sortie, un inquisiteur kérassien que je vais aisément tuer. Et s'il se trouvait là, c'est car son travail était d'empêcher quiconque d'aller plus loin. Et ce pour une bonne raison. C'est car la zone juste derrière n'est autre que l'endroit le plus menaçant et angoissant de tout le jeu. Les bois abyssaux. Une gigantesque forêt corrompue par un pouvoir malveillant appelé la Flamme Exaltée. Un pouvoir dont le but est de détruire et de consumer le monde par les flammes, ce qui explique l'état de cette forêt. Et ici, même les animaux sont sous son emprise. Mais c'est pas ça le pire. Non, le pire, c'est que mon cheval en est terrifié et refuse d'être invoqué.
Ce qui veut dire que je vais devoir explorer toute la zone à pied. Donc pour perdre le moins de temps possible, je commence par aller chercher la carte de la zone, où en l'observant bien je vais remarquer un endroit qui s'apparente à en être le bout, et entame alors ma route vers lui. Et en vrai, j'abuse un peu. La zone fait pas si peur que ça, et est même assez jolie. Et à part quelques rats, il n'y a pas vraiment de menace. Ça vous voyez, ce sont les intouchables. Et ils portent bien leur nom, car il est impossible de leur faire le moindre dégât, ni même de les ralentir. Et ça pose un énorme problème. Car ces trucs sont vraiment rapides, et s'ils m'attrapent, ils vont provoquer un effet de démence, ce qui, en plus de faire quelques dégâts, immobilise durant quelques secondes. Et avec eux, c'est presque la mort assurée. Le seul moyen pour avancer est donc de faire preuve de discrétion, en se cachant et en attendant les bons timings. Ce qui peut parfois s'avérer compliqué quand même les buissons veulent votre mort. Par chance, ce dernier ne va pas me remarquer, et après plus d'infiltration et plusieurs close calls, je vais finir par arriver au bout de la zone dans le domaine de ces bois, là où tout a commencé. Le presbytère de Midra. Dès mon arrivée, je suis accueilli par l'intendant du manoir, qui va m'informer qu'il n'y a rien à voir ici. Sauf qu'il y a évidemment quelque chose, et je frappe alors instinctivement dans ce tableau, qui va se révéler être un mur illusoire, me permettant l'accès au reste du bâtiment. A l'intérieur, je vais découvrir que ce dernier a été complètement ravagé par les Kérastiens, car les recherches qui faisaient ses habitants étaient bien trop dangereuses. Et c'est derrière une représentation de leur leader que je vais trouver un escalier me menant jusqu'à lui. Et il ne s'agit que d'un petit PNJ du nom de Midra, un hérétique qui a été condamné à un supplice éternel par les Kérastiens, car il était le gourou d'une secte vénérant le dieu de la flamme exaltée, ce qui l'a fait complètement céder à la folie, à laquelle je vais décider de mettre un terme. Sauf qu'en faisant ça, je vais réveiller celui dont la destinée sera de brûler ce monde tout entier. Le seigneur de la flamme exaltée. Ce fut un difficile mais magnifique combat. Et avec lui, s'achève mon exploration du DLC, et il ne me reste donc plus qu'une chose à faire. Il est grand temps d'aller arrêter Miquella et de se rendre dans la tant attendue cité d'Enerini. Avec elle, on sent vraiment que c'est la fin. Et c'est alors avec joie et mélancolie que j'entame mon ascension. Et durant mon périple à travers cette magnifique ville, je vais tomber sur toujours plus de Kérastiens, ainsi que des guerriers bêtes divines qui vont me massacrer. Je vais alors privilégier la discrétion jusqu'à arriver dans une immense arène où je vais retrouver le groupe de Leda manipulé par Miquella. Et je vais alors abréger leur souffrance. Après ça, il ne me reste plus qu'à gravir un dernier escalier et me voilà désormais au sommet de la cité devant le boss final. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que vous essayiez de vous rappeler la seule question à laquelle je n'ai pas encore répondu durant cette vidéo.
De plus, c'est Mog et Radahn que j'ai dû tuer pour y accéder. Mog, ça peut se comprendre, car le cadavre est dans son arène. Mais pourquoi Radahn? Au sommet, se tenant devant la porte divine, ce n'est pas Miquella que je vais retrouver, mais un autre demi-dieu, Radahn. Et pour comprendre pourquoi il est là, il va nous falloir faire un bond dans le passé afin de mesurer toute l'ampleur derrière le plan de Miquella. Phase 1. Miquella aspire à remplacer sa mère Marika en devenant lui-même un dieu. Sauf que pour ce faire, il avait besoin d'un consort, et qui de mieux pour assurer ce rôle que le plus puissant des demi-dieux, Radahn. Cependant, ce dernier n'aspirait pas aux mêmes idées que son frère et refusa la proposition. Phase 2. Si Radahn ne veut pas devenir consort, Miquella l'y forcera. Il envoie donc sa sœur jumelle Malenia et son armée éliminer Radahn afin de libérer son âme. En parallèle, Miquella manipule son autre frère Mog pour simuler son propre enlèvement et ouvrir un portail vers le royaume des ombres grâce à sa magie sanguine. Miquella va ensuite se sacrifier afin de se rendre lui-même là-bas et y réceptionner l'âme de Radahn. Phase 3. Malenia a échoué. Radahn est toujours en vie et Miquella est bloqué dans le royaume des ombres. Son plan est malheureusement un échec. Sauf qu'après des centaines d'années, un sans éclat, c'est-à-dire moi, parvient à tuer Radahn et Mog, ce qui envoie respectivement leurs âmes et leurs corps dans le royaume des ombres. Le plan peut enfin continuer, et Miquella part donc en pèlerinage, se vider de son humanité, afin d'être le plus pur possible. Phase 4. Miquella se sert du corps de Mog comme réceptacle et y insère l'âme de Radahn pour enfin obtenir son consort. Il ne lui reste donc plus qu'à atteindre la porte divine au sommet des Nirilim. Le problème, c'est que son frère Messmer doit être aussi éliminé afin de libérer la cité. Et c'est là que j'entre à nouveau en jeu et sers encore une fois de pion à Miquella en tuant moi-même Messmer et en libérant la capitale. Et enfin, phase 5. Pendant que j'explore le reste du royaume, Miquella se rend au sommet des Nirilim et franchit la porte divine, laissant Radahn derrière lui afin de la garder au cas où un intrus tenterait d'interférer avec son plan. Et il avait bien raison, car c'est à ce moment-là que je l'ai rejoint, bien déterminé à les stopper. Et pour rappel, s'il veut devenir un dieu, c'est pour plonger le monde sous ses enchantements et créer une paix factice où personne ne serait libre. Ce combat n'est donc pas seulement un combat pour la liberté, mais aussi un combat pour rendre justice à moi et à tous ceux ayant été victimes des manipulations de Miquella. Alors soyez prêts pour le boss le plus dur de tous les Souls, car la dernière bataille, c'est maintenant. Tarnished one, if you have known sin, then yield the path forward to us, to I, Miquella, and my promised consort, Radahn. Ça y est, il a réussi. Miquella est devenu le nouveau dieu de ce monde. Et voyant que son consort était en difficulté, il va lui aussi se joindre au combat en renforçant chacune de ses attaques. Passant ce combat d'un combat plutôt compliqué à un combat presque impossible. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui va m'arrêter ?
Et c'est après plus de 88 heures de jeu, dont 3 heures de combat acharné, qu'ils finiront par tomber, libérant ainsi l'Entreterre de la menace que représentait Miquella. Mon aventure touche donc à sa fin, et il est donc grand temps pour moi d'enfin assumer mon rôle de seigneur et de guider ce monde vers un avenir radieux. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker ou à vous abonner, car ça m'aiderait énormément. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.